Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Linovorts et c'est le retour tant espéré, tant attendu, je le sais bien, de Pourboire et Déboire, hein, anciennement appelé In and Out pour un seul, unique numéro à l'époque. C'est un format que je voulais voir revenir sur la chaîne de manière assez fréquente, potentiellement mensuellement. Donc un format dans lequel je vous présente un peu les entrées, les sorties de ma ludothèque, les jeux qui viennent d'arriver, les jeux qui quittent ma ludothèque, les raisons pour lesquelles ils l'ont potentiellement rejoint ou quitté, bien évidemment. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas pu le faire pendant de longs mois, et ça y est, je me relance. Et du coup, je me suis dit que pour cette fois, comme c'était le premier numéro depuis bien longtemps, même si c'est vrai que Xavier a fait le sien récemment, j'allais vous faire un bloc. Donc en fait, je vais faire janvier, février, mars d'un seul coup, et à partir de ça, et des commentaires que vous allez probablement poster avec amour, bien évidemment, sous cette vidéo, j'aviserai, est-ce que j'en ferai un format mensuel, comme le patron de l'addition par exemple, ou est-ce que j'en ferai un bilan trimestriel, saisonnier on va dire, de ces arrivées et sorties de la ludothèque, sachant que si je fais 3 mois d'un coup, bien évidemment, ça fait des vidéos un petit peu longues, alors que l'objectif c'est de faire plutôt une vidéo d'environ 20 minutes, approximativement, bien évidemment. Donc du coup, on se lance cette fois-ci pour janvier, février, mars, et je ferai des petites cuts entre chacun des 3 mois, parce que les boîtes à côté de moi prendraient beaucoup trop de place, donc il va falloir que je réagence un petit peu ma ludothèque. D'ailleurs, vous voyez déjà un gros trou juste ici, donc peut-être un indice pour ceux qui suivent les vidéos de manière très assidue. Et bien du coup, sans plus tarder, janvier. En janvier, pas de départ, hein, j'ai pas fait de vente durant ce premier mois de l'année, j'étais bien trop occupé après le déménagement, l'adaptation au nouveau milieu. Mais j'ai quand même reçu quelques jeux que je vais vous montrer tout de suite. Ils sont au nombre de 4 et je vais faire ça par ordre croissant de taille. Le premier, c'est celui-ci, c'est Reviving Kathmandu, si je prononce ça à la française. Un petit jeu qui vous propose d'incarner des architectes dans la fameuse cité népalaise. Après un tremblement de terre, vous êtes amené à reconstruire les édifices religieux qui s'y trouvaient, mais qui se trouvent maintenant être dans un bien mauvais état. Il s'agit ici d'un jeu de set collection qui se base également sur un mécanisme d'enchères secrètes qui est assez intéressant, avec un matos vraiment classe d'ailleurs, hein, avec une petite boîte magnétique, avec également des petits plateaux individuels à double épaisseur, avec un screen print du plus bel effet dessus, hein, cet aspect un peu sérigraphié si l'on veut. Avec des jolis petits jetons de bois qui sont du plus bel effet également. On a même aussi un petit tapis de néoprène en tant que plateau, le tout pour une somme qui n'était pas si affriante que ça. Enfin, c'était relativement abordable pour la qualité du matériel que l'on trouve à l'intérieur, donc c'est un jeu qui m'avait fait de l'œil. D'autant plus qu'il s'agit, je le note quand même, d'un client de l'agence pour laquelle je bosse, donc argument supplémentaire pour ne pas se priver. Et au demeurant, pour l'instant, c'est un jeu auquel on a joué, je crois, 2-3 fois, 2 fois peut-être. J'avais joué une fois avec d'autres personnes et une fois avec Xavier. C'était vraiment sympa comme expérience. Pour autant, on ne l'a pas ressorti entre temps parce qu'avec Xavier, on aimerait bien y jouer à plus de joueurs. À 2 c'était sympa, mais fondamentalement un jeu qui se base sur les enchères secrètes, c'est quand même un peu plus intéressant dès lors que vous y jouez à au moins 3-4 personnes à mon avis, sachant que si mes souvenirs sont bons jusqu'à 6, oui ça, 1 à 6 joueurs, j'ai pas testé le solo parce que c'est pas un type de jeu qui m'attire pour du solo, et en plus de ça c'est un jeu très accessible puisque à partir de 8 ans, enfin, en tout cas ce qui est stipulé sur la boîte, hein, je pense que c'est à peu près véridique, hein, 8 ans et plus ça me semble tout à fait jouable, pour des parties assez courtes, ce qui en fait un jeu assez facile à sortir, parce qu'en 15, 20, 30, 40 minutes, ça dépend un petit peu du nombre de joueurs autour de la table, vous en aurez fini pour une partie de Reviving Kathmandu, qui pour l'instant n'a pas encore de VF, mais peut-être qu'on lui trouvera un éditeur un jour, j'espère bien. Donc voici pour le premier jeu arrivé en janvier. Le second, un petit peu plus gros, il s'agit de Halls of Hegra, qui est un jeu suédois, si mes souvenirs sont bons,
un jeu purement solo. Les jeux purement solo sont rarement aussi gros que celui-ci, mais pour le coup, il a pas mal de matos, donc ça s'explique aussi en cela. Dans Halls of Hagra, comme la boîte peut vous le laisser déjà penser, vous allez incarner des soldats. Oui, mais pas n'importe quel soldat. On est dans la Deuxième Guerre mondiale, certes, mais pas sur un théâtre de guerre que nous connaissons particulièrement. On n'est pas en France, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas non plus sur le front de l'Est, on est plutôt dans un pays nordique, à savoir du coup la Suède, hein, vous l'aurez deviné de par les créateurs. À mon avis, ils sont suédois, hein, je vais vérifier après coup, mais on verra bien. Bref, vous allez incarner un groupe de soldats qui sont retranchés dans une forteresse sous la neige, alors que les soldats nazis arrivent en bien plus grand nombre que vous. Et à partir de là, déjà, il y a des mots-clés qui vous évoquent, bien sûr, le mécanisme du Tower Defense. Le truc, c'est que pour l'instant, même si je l'ai mis sur la table une fois, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. J'ai lu les règles, je l'ai mis sur la table et juste après ça j'ai dû partir en France donc pour le festival de Cannes et après mon retour j'ai pas eu le temps ou la motivation ou l'énergie ou les trois pour y jouer. Pour autant c'est un jeu qui pour l'instant, pour ceux qui éventuellement ont checké un petit peu tout ce qui est BGG ou les différentes comment dirais-je, communautés anglophones sur Facebook par exemple, c'est un jeu qui bénéficie de très très bons retours, très belle cote d'amour pour ce projet, donc j'ai quand même très envie de le tester. Après, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques temps déjà, j'aime bien les jeux solo, mais pas autant que Xavier, et surtout, je suis plutôt un joueur de jeux solo relativement court, c'est-à-dire moins de 40 minutes idéalement. Halls of Hagra, c'est pour 60 à 90 minutes, un peu plus long que d'habitude pour moi, mais pour autant, c'est un jeu qui m'intéresse particulièrement, et les retours sont vraiment dithyrambiques, donc j'ai très envie de le tester un jour ou l'autre, sachant que c'est un jeu de solo plutôt orienté expert, hein, plutôt 14 ans et plus, avec différents mécanismes qui viennent s'imbriquer avec différentes, comment dirais-je, différents critères à tenir en compte en permanence en fait. Et donc c'est vraiment pas aisé apparemment, mais en même temps un jeu solo où vous luttez en sous-effectif contre un adversaire, c'est toujours un peu compliqué et c'est bien normal. Du coup j'ai très hâte de le mettre sur la table. Mais bon, le mettre sur la table et y jouer, du coup c'était pas la même chose que je l'ai déjà mis sur la table mais j'ai pas encore joué, donc voilà. Halls of Hagra, au pire des cas, Xavier se fera un plaisir de faire une découverte avant moi éventuellement, parce que je sais qu'il était intéressé par le projet également. Notons également d'ailleurs que comme pour Reviving Kathmandu, il s'agit d'un éditeur qui fait partie de l'agence pour laquelle je travaille, mais pour le coup, je l'ai reçu sans aucun rapport avec l'agence, d'ailleurs Reviving Kathmandu aussi, enfin non plus, puisque je l'ai backé. Halls of Hagra je l'avais pas backé, mais en revanche, sur un groupe, une communauté Facebook de créateurs de contenu, l'éditeur avait proposé des boîtes pour des créateurs de contenu pour en faire donc, des retours dans leurs différentes langues. Je me suis proposé pour la VF, en pensant aussi à Xavier qui est plus joueur solo que moi. Donc de toute façon, il faudra bien qu'un jour je vous en parle, moi ou Xavier d'ailleurs, sur la chaîne, parce que voilà, c'est un petit peu la promesse qui a été faite également. Donc j'en parlerai, ou Xavier en parlera, ou on en parlera ensemble, pourquoi pas. Ça peut être fun aussi de comparer nos opinions sur un jeu solo, mais qui peuvent être différentes, puisqu'on n'a pas vraiment le même profil de joueur solo, Xavier et moi. Donc on vous reparlera de toute façon prochainement de Halls of Hagra. Oh, je l'ai très mal prononcé pour la couleur. Halls of Hagra. Voilà donc pour les deux premiers. Ensuite on continue, on va encore un petit peu plus gros avec cette fois-ci un projet français. Il s'agit de Arakan Wars. Celui-ci pour le coup je l'avais pas non plus backé, même si j'avais vraiment hésité lors de la campagne Kickstarter à l'époque, mais l'équipe de Nothing But Games, donc derrière Arakan Wars, avait particulièrement apprécié le fait que je mette en avant le jeu dans le menu crowdfunding à l'époque, et du coup ils nous ont envoyé le all-in, je crois que c'est le all-in de la saison 1, donc j'ai aussi deux extensions derrière, le tapis aussi, etc. Donc j'ai la totale. C'est un jeu qu'on avait testé sur TTS à l'époque au moment de la campagne parce que Xavier était très attiré. On avait bien apprécié, mais on avait l'un comme l'autre fait le choix de ne pas le backer. Et puis du coup, on nous a contacté pour nous dire merci d'en avoir parlé sur le menu et on vous envoie une copie. Écoute, alléluia. Donc il me reste à lire les règles parce que oui, c'est la honte, mais depuis janvier, j'ai pas lu les règles. Festival de Cannes, adaptation, nouveau style de vie, etc. On se trouve les excuses que l'on peut, mais je pense que dans les semaines à venir, je vais m'y mettre, parce que de toute façon, comme à l'époque déjà, c'est un jeu qui m'attirait pas mal, il a vraiment une très très belle allure. On est ici dans un jeu de confrontation, un 1 contre 1 exclusivement, même si je crois que
je crois qu'il y a un module pour jouer jusqu'à 4, peut-être en équipe, je ne sais plus, pour des parties qui vont aussi entre 30 et 45 minutes, avec différentes factions asymétriques que l'on va pouvoir coupler différemment selon les parties. Et il s'agit ici d'une saison 1, donc on espère, avec une grande impatience et un intérêt encore accru du fait de l'arrivée de cette boîte, l'arrivée d'une saison 2, une potentielle saison 2, d'autant plus que l'équipe derrière Nothing But Games, donc Arakan Wars, est vraiment adorable et on les remercie à nouveau pour ce all-in qu'ils nous ont fait parvenir. Voilà, on le teste très prochainement, c'est promis, courant avril ou mai. Et de toute façon, lorsque ce sera fait dans le patron d'édition, on vous en fera un retour bien évidemment. Le dernier jeu, je pense qu'en termes de taille, on va dépasser ces 3 boîtes avec une seule boîte. Donc il est assez lourd, il prend beaucoup de place, et pour être tout à fait honnête, beaucoup trop pour le type de jeu dont il s'agit. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est plutôt un aspect un peu négatif pour ce jeu, en tout cas pour le format que moi j'ai choisi. Puisqu'à l'époque, il y avait aussi bien sûr le choix sur la campagne Kickstarter de la boîte de base, qui était beaucoup plus standard, on va dire. Et comme je suis un bon pigeon et que je suis un peu complétiste, même si pas autant que Xavier, fort heureusement, bon, j'ai quand même pris la Deluxe, le all-in en gros. Et du coup, la boîte est monstrueusement grosse pour un jeu qui est fondamentalement un jeu familial, voire familial plus. Ça vous fait quand même pas mal d'indices, peut-être que vous l'aurez deviné. Attention, je vais sous-peser un Admor. Il s'agit de Redwood. Voici dans sa version Deluxe. Alors vous le voyez, donc grosse boîte carrée, mais surtout carrée dans tous les sens du terme. Elle est très grosse, très espace, très lourde. Voilà, ça prend quasiment une boîte Kallax entière. Alors Redwood, c'est aussi pour ceci, pour l'artwork de Edu Valls, que vous reconnaissez peut-être hein, de Bitoku, l'illustrateur de Bitoku entre autres, qu'on voit de plus en plus ces derniers mois, ces dernières années, qui m'a beaucoup attiré. Et au-delà de ça, je l'avais pris à l'époque parce que Redwood mêle la passion que j'ai pour les jeux de société, la passion que mon frère a pour la randonnée en nature, plus les photos d'animaux. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être un petit peu à mi-chemin de nos deux passions et que ça pourrait être sympatoche de lui faire découvrir, d'autant plus que jusqu'à maintenant, mais c'est pas du tout un jeu de société à l'origine, on lui a quand même fait découvrir quelques jeux avec Xavier, avec nos amis Fabien, Julien, et les différentes expériences qu'il a pu avoir avec nous lui ont finalement beaucoup plu, même si il n'a pas spécialement l'envie d'y revenir particulièrement, mais on sait jamais. Peut-être qu'avec Redwood, on pourrait encore une fois faire une découverte qui pourrait lui plaire, l'intéresser, ne serait-ce que par la thématique et l'aspect visuel vraiment très classe. Par contre, encore une fois, boîte beaucoup très grosse, alors que la version standard, du coup, est bien plus standard aussi en termes de format de boîte, bien évidemment. Il s'agit ici d'un jeu, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, familial plus pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure, disons environ 60 minutes, pour 10 ans et plus. Autre souci, j'y ai toujours pas joué depuis janvier, alors que pourtant il s'agit d'un jeu relativement simple, on va dire, relativement facile d'accès en tout cas, pour la simple et bonne raison, et je l'ai déjà mentionné 2-3 fois sur la chaîne, la règle, le livret de règles que j'ai reçu dans ce pledge comporte 3 pages 4, 2 pages 5, 0 page 7, ce genre de choses là. Bref, j'ai des pages en triple, des pages en double, des pages en quadruple et des pages manquantes également. Du coup, ben, c'est pas facile de se faire la main sur un jeu dont j'ai pas le tiers des règles au final. Et bon, petit coup de gueule quand même, hein, gentil coup de gueule, mais quand même, envers Sit Down, à qui j'ai envoyé 3 mails, 2 messages sur Kickstarter et pas de réponse et surtout pas de livret de règles qui vient d'arriver chez moi. Donc voilà, si vous regardez Sit Down, bougez-vous, parce que voilà, j'ai très envie de jouer à Redwood. Fondamentalement, c'est un jeu qui m'attirait beaucoup à l'époque et pour lequel j'ai encore beaucoup d'attentes à bien des niveaux. Donc voilà, Redwood, que j'ai hâte donc de mettre sur la table. Voilà. En attendant, il prend un peu la poussière, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Du coup, voilà ce qu'il en est pour le mois de janvier. On passe maintenant au mois de février, après un petit cut. Voilà, bon du coup, février, je vous le dis tout de go, ça va être beaucoup plus court et beaucoup plus petit également, puisque j'ai reçu un jeu.
Et je m'en suis des parties de 2 également. En fait, je les ai vendus en février, mais je les ai transmis à leur acquéreur seulement la semaine dernière en avril. Mais bon, je vais compter ça comme un départ de février, puisque c'était acté en février. Du coup, la seule arrivée de ce mois de février, et que j'ai pas encore testé pour le coup, encore une fois, alors que c'est tout petit et très facile à sortir, et que de par l'existence de son ancêtre dans ma ludothèque, je dois certainement quasiment déjà savoir y jouer sans avoir lu les règles pour l'instant. Il s'agit de Point City. Vous connaissez certainement Salade 2 points en VF, je ne sais plus chez qui c'était d'ailleurs. Aucune idée. Quoi qu'il en soit, c'est le descendant direct de Point Salad, donc de Salade 2 points, Point City, dans lequel donc, vous allez faire un peu plus de l'urbanisme cette fois-ci, donc vous allez créer votre ville, toujours un petit peu dans le même mécanisme que Salade 2 points, donc du draft fondamentalement, sauf que cette fois-ci il y a aussi un petit aspect de gestion de ressources. Xavier et moi-même on avait pas mal apprécié Salade 2 points, même si on n'y joue pas très souvent, c'est un jeu assez agréable, assez facile à sortir, assez malin qui plus est. Avec très peu de règles, il fait un truc vraiment agréable. Donc je me suis dit que Point City, qui était en vente d'occasion ici au Japon, d'occasion mais neuf, pouvait être très agréable également. En plus, il y a le petit pack exclu entre guillemets de Kickstarter en plus. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, je me suis dit Point City, pourquoi pas, c'est facile à sortir. Et du coup, ben, ça fait 1 mois et demi et il n'est pas encore sorti. Mais bon, je n'ai pas de soucis là-dessus, c'est le type de jeu qui vraiment se lit, enfin les règles se lisent en l'espace de 15-20 minutes. La première partie doit prendre environ la même durée et ensuite je vais tabler sur des parties de 10 minutes maximum, en tout cas à 2. Ça se joue de 1 à 4, parce que oui, il y a un mode solo, qui encore une fois m'intéresse pas outre mesure ceci. C'est pour 10 ans et plus, et c'est pour des parties qui vont aller de 15 à 30 minutes, même si je pense que, une fois habitué, en 20 minutes, même à 4, c'est certainement plié. Donc voilà pour ce qui est des arrivées en février, Point City, qui je pense a certainement déjà une VF à vérifier, mais je pense que c'est déjà le cas. Et donc 2 départs actés en février, même s'ils se sont effectués en réalité très récemment. Le premier c'est Vengeance Roll and Fight. Je vois déjà Anthony qui rigole parce qu'il se dit que oui, je me suis débarrassé d'un Roll and Write. Mais bon, que voulez-vous. Vengeance Roll and Fight, vous connaissez peut-être Vengeance premier du nom, qui était pour le coup pas un Roll and Write, qui était un petit peu dans cette thématique de revenge movie, où vous avez un héros qui va se foutre sur la tronche avec tout ce qui l'entoure, un petit peu à la John Wick en gros, avec des héros qui ont chacun leurs petites compétences asymétriques face à des boss qui eux aussi sont un peu asymétriques, etc. Et donc on avait une version Run Right qui était franchement très sympa. On en a fait, je pense, 4-5 parties avec Xavier, j'ai dû en faire 4 ou 5 en solo également, et c'était très agréable, pour être tout à fait honnête. Mais, je ne l'ai pas pris pour jouer en solo, le solo était agréable de fait, donc pourquoi pas, mais à la base je l'avais plutôt pris pour jouer à 3-4 joueurs. Le souci, qui n'en est peut-être pas un pour vous, mais qui en était un pour moi, pour le coup, c'est que dans Vengeance Run Right, on va donc tous lancer des pelletés de dés pour enclencher nos actions, nos compétences particulières qui sont en gros des moves de killer, genre on va choper telle arme, on va dézinguer un mec à côté, on va faire une roulade dans la pièce suivante et égorger l'autre gars qui se trouve devant nous, éviter en même temps un tir de balle, bref c'est vraiment du John Wick. Le souci c'est qu'on va faire ça en simultané, ce qui est très bien parce que du coup il n'y a pas de temps mort, vraiment, thématiquement, temps mort, mais le truc, c'est qu'une fois qu'on arrive à la phase de résolution, il y a aussi une phase de résolution en simultané. Tout le monde le fait en même temps. Le souci est que c'est un jeu qui, pour moi, a vraiment une belle dimension cinématographique quand on déplace son jeton dans les différentes pièces et qu'on dézingue à toute berzingue les ennemis qui se trouvent autour de nous. Le truc, c'est que du coup, personne ne regarde ce que les autres font. Alors que c'est un jeu assez jouissif, du coup quand on se dit putain j'ai réussi à enchaîner un combo génial, roulade coup de couteau, roulade, tir de flingue, esquive, bref, c'est très cinématographique, c'est assez jouissif, et on le partage pas autour de la table parce que bah, du coup ça prendrait du temps. Alors que je sais qu'avec Xavier on le faisait un petit peu parce qu'on était un petit peu sur la même longueur de onde à ce niveau-là, mais ça faisait des parties finalement un peu longues.
Donc il y avait ce paradoxe de se dire j'ai vraiment envie de montrer, de partager ce super move que je viens de faire, et en même temps ça rallonge inutilement la partie, donc le jeu, pour nous en tout cas, avait un petit peu le cul entre deux chaises, et il sortait plus, même si c'était relativement agréable comme expérience, donc j'ai fini par m'en départir malgré tout. Le deuxième jeu à avoir quitté la ludothèque en février 2024, c'est un jeu que je n'ai jamais joué. Et ça c'est très rare, généralement je ne vends pas de jeux que j'ai pas testé au préalable, mais pour le coup, c'est juste qu'on avait reçu ça et Point Salad d'ailleurs je crois. Ouais c'est de là, Point Salad et Tiny Towns. Donc je crois que c'est les petites bourgades en français, si je ne me trompe pas. De par l'éditeur d'origine, donc AEG, en version anglophone pour le coup, comme pour Point Salad, parce qu'on avait souscrit à leur mailing list en tant que créateur de contenu. On n'a rien demandé, mais ils nous ont envoyé un jour un colis avec deux jeux, donc Point Salad que pour le coup je vais garder parce que j'apprécie particulièrement, même si peut-être qu'un jour Point City le remplacera s'il est vraiment meilleur, et Tiny Towns, donc les petites bourgades, si mes souvenirs sont bons en tout cas, qui m'attirait pas du tout. Je sais que c'est un jeu qui a plutôt bonne presse, qui est plutôt apprécié, mais c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Visuellement, ça me vendait pas du rêve non plus, et du coup, même si c'est encore une fois un jeu relativement accessible, j'ai jamais vraiment pris le temps de me pencher sur son sujet, ce qui est peut-être une erreur, parce que peut-être c'est un très bon jeu, il a vraiment plutôt bonne réputation, donc il n'y a pas de raison, mais je sais pas, ça m'attirait pas, et j'avais pas spécialement cherché à m'emporter acquéreur, on va dire. Donc c'est sans trop de regrets que je me suis séparé de Tiny Towns. Voilà donc pour le mois de février, qui était un petit peu plus léger. On va maintenant passer au mois de mars, qui vous allez voir est encore un peu plus lourd dans les deux sens, hein, les départs comme les arrivées. On passe donc au mois de mars, il y aura donc 6 arrivées. Ceci dit, mars, vous allez voir, c'était le mois des petits jeux en termes de format pour ce qui est des arrivées, puisqu'avec 6 jeux entassés les uns sur les autres, ça prend pas encore autant de place que la boîte de Redwood que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pourquoi ces petits jeux qui arrivent tous ensemble en mars? Parce qu'en fait, ce sont des jeux que j'ai acquis à la toute fin du mois de février en France durant le festival, et bien sûr dans une valise on n'a pas non plus tellement de place que ça, donc je me suis contenté de petits jeux pour différentes raisons. Il y en a que j'ai pris pour le boulot, d'autres que j'ai pris pour la chaîne, d'autres que j'ai pris juste par intérêt personnel. Bref, un petit peu de tout, mais surtout des petits jeux qui prenaient pas trop de place dans la valise. Le premier, le plus petit, encore une fois je vais dans l'ordre croissant de taille, il s'agit de Sea Salt and Paper. Ce jeu avec des très jolies cartes en origami japonais, ou japonisant, sur une thématique dont on se contrefout bien évidemment. Est-ce qu'il y a vraiment une thématique là-dedans d'ailleurs? Pas vraiment. Sea Salt and Paper, c'est un petit jeu familial pour 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour une partie d'environ 20-30 minutes environ. Ça dépend aussi un petit peu du nombre de joueurs autour de la table, vaguement. C'est un jeu vraiment très sympa, essentiellement de gestion de main, avec des petits pouvoirs de cartes de ci de là. Je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de le présenter plus que ça, c'est un jeu qui a vraiment fait pas mal de vagues au cours de la période de sa sortie, on va dire. En plus de ça, c'est quand même du Bruno Catala et Théo Rivière derrière, donc on a quand même sur deux noms assez connus et reconnus dans le milieu, il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. C'est un jeu qu'on a pu tester à plusieurs reprises, à 2 puis 3 joueurs, pas encore 4 je crois, mais ouais, vraiment très très agréable, une très belle réussite, rien à dire, vraiment c'est un jeu que je garderai je pense de très longues années, si ce n'est éventuellement accident potentiel, je ne sais pas, il n'y a pas de raison a priori que je m'en lasse, parce que vraiment Sea Salt and Paper c'est une très belle réussite. Il n'y a pas de raison que je m'en lasse aussi parce que je pense pas non plus y jouer chaque semaine, mais vraiment c'est un jeu qui dans cette catégorie de petits jeux de cartes faciles à transporter avec des règles très très simples fait vraiment très très bien le boulot comme on dit. Voilà, donc Sea Salt and Paper, vraiment très très belle réussite. Ensuite, prochain jeu, alors c'est un jeu qui n'existe pas. Voilà, c'est un jeu qui n'existe pas encore officiellement. En fait, il s'agit d'un prototype qu'on est venu nous présenter sur le stand de Mob Vanguard, donc l'agence pour laquelle je bosse. Et il s'agit donc d'un petit jeu qui n'a pas encore de boîte, hein, qui n'a pas encore non plus son visuel définitif, sur lequel les mécanismes peuvent être encore peut-être modifiés aussi. Donc
disons, garder un œil sur lui, mais prenez en compte que pour l'instant, il n'est pas à sa version définitive. J'espère qu'ils réussiront à porter leur projet jusqu'au bout parce que Seeds of Elements est vraiment un jeu très sympatoche. Un petit jeu de confrontation, vous allez chacun partir avec un deck de 50 cartes, exactement les mêmes pour tous. 50 cartes ça semble beaucoup, mais en fait c'est 10 exemplaires de 5 types. Voilà, multiplication, 5 x 10, 50. Jusque là, hein, on est niveau CM1, peut-être même CE2. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un jeu très très simple, vraiment les règles tiennent littéralement, en tout cas les règles actuelles, et je sais qu'il y a des variantes apparemment d'après ce que m'ont dit les créateurs, mais actuellement les règles de base tiennent sur le recto d'une feuille A4 et ensuite un petit exemple de mise en place, etc. sur le verso. Bref, un jeu extrêmement simple dans sa prise en main. En fait, vous allez avoir donc ces 50 cartes donc de 5 types différents, 10 x 5, qui vont avoir donc chacune une couleur spécifique. On va avoir du violet, du rouge, du jaune, du bleu et du vert. Voilà pour les 5 exemples. Hop, comme ceci. Et vous allez simplement à votre tour piocher une carte. Vous avez déjà une main de 8 cartes au début si mes souvenirs sont bons. Ça fait quelques temps que je n'ai pas joué. Et vous allez en poser une au choix. Simplement, vous avez 3 types de cartes, sauf les rouges et les vertes, donc les jaunes, les bleus, les violets, qui vous permettent éventuellement de faire une riposte. C'est-à-dire que votre adversaire joue sa carte face cachée, vous décidez si oui ou non vous voulez faire une riposte, chacune des ripostes potentielles ayant un effet différent en fonction du résultat. Et l'objectif final, c'est de jouer une carte des 5 couleurs, ou de jouer 5 cartes d'une seule et même couleur. Sachant que lors de la pause, si vous posez par exemple la première carte violette, vous allez appliquer le premier pouvoir de pause, à savoir ton adversaire se défausse d'une carte. Mais si vous posez une deuxième carte violette, c'est un autre pouvoir qui s'applique, et plus vous avancez en nombre de cartes posées d'une même couleur, plus les pouvoirs sont intéressants. Donc un deuxième niveau, en violet, ce sera ton adversaire révèle sa main et tu y choisis une carte qu'il défausse. Vous arrivez au 4e niveau et vous lui dites donc annonce un élément, ton adversaire ne pourra pas jouer cet élément à son prochain tour. Et si vous posez la 5e d'une même couleur, c'est une victoire instantanée. Un jeu extrêmement simple, il y aura des variantes apparemment différentes sur lesquelles ils sont encore en train de bosser. La direction artistique va certainement être amenée à changer un petit peu également, mais en tout cas c'est un bien beau projet, donc j'encourage vraiment Nori et... ouh là là, j'ai perdu son nom. Désolé. J'ai sa carte au pire ici. Malo, je m'en suis rappelé avant de regarder la carte. Malo et Nori qui sont les deux créateurs derrière Seeds of Elements. Je sais qu'ils sont sur Instagram, je ne sais pas vraiment s'ils sont ailleurs pour l'instant, mais surveillez Seeds of Elements. De toute façon, je pense que à terme, si le jeu voit vraiment le jour en boutique, etc., je vous en reparlerai parce que ce sera avec plaisir, de toute façon, que je découvrirai la version finale de Seeds of Elements, petit jeu qui se joue donc en confrontation 1 contre 1 pour des parties qui vont aller de, allez, on va dire, 10 à 20 minutes approximativement, qui est assez stratégique, qui est vraiment très sympatoche. Et pour l'instant, les parties qu'on a faites, Xavier et moi-même, n'étaient pas vraiment les mêmes à chaque fois, donc c'était plutôt intéressant en termes de rejouabilité, ce qu'ils ont réussi à faire avec seulement 5 types de cartes. Donc voilà pour Seeds of Elements. Ensuite, on continue toujours un peu plus gros, en solo cette fois-ci, avec 20 Strong de chez Lucky Duck Games, une localisation qu'ils nous ont fait de chez Cheap Theory Games. C'est un petit peu une habitude chez eux maintenant, les projets Cheap Theory Games sont souvent maintenant localisés grâce à Lucky Duck Games. Cheap Theory Games c'est toujours du très beau matos, mais des jeux assez complexes. Pour le coup, 20 Strong c'est certainement ce qui se fait de plus accessible dans leur gamme, et en plus de ça c'est exclusivement du solo. Vous avez 3 boîtes déjà disponibles, la première étant le jeu de base, donc Solar Sentinel, donc les sentinelles solaires, je crois que c'est ça la traduction en VF. Vous avez aussi une boîte dans l'univers de Too Many Bones et une boîte dans l'univers de Hoplomachus Victorum, chacun ayant ses propres spécificités, ses points de règles légèrement différents d'une version à l'autre. On est ici sur un jeu de gestion de dés, c'est-à-dire que chacun des héros qu'on peut incarner va avoir des petites spécificités, et vous aurez masse d'ennemis, 15 cartes dans 3 piles, donc on va dire 15, donc 45 ennemis potentiels dans 3 piles différentes, et vous allez venir les amenuiser au fur et à mesure,
et en battant un, puis un autre, etc., vous allez aussi potentiellement gagner des pouvoirs en fonction des ennemis que vous aurez réussi à vaincre. Et vous avez un set de dés, on va dire, je crois que c'est 20 du coup, 20 strong, 20 dés que vous allez pouvoir utiliser, sachant que je crois qu'il y en a quand même 3 qui sont utilisés uniquement pour les statistiques du héros, hein. Donc en fait vous allez avoir 17 dés je pense. Ouais, 4 couleurs x 4, plus un rouge unique, donc 17. Et donc vous avez ce pool de dés que vous allez pouvoir utiliser pour tabasser de l'alien dans la version de base en tout cas. Sauf que ces dés vont potentiellement pas revenir. Si vous les utilisez, vous allez potentiellement les sacrifier pour défourailler du monstre. Vous avez parfois des façons d'obtenir le retour de certains de ces dés. Vous allez toujours pouvoir en récupérer un ou deux par-ci par-là après chaque combat. Et une fois qu'une des 3 piles des 15 monstres est complètement vidée, vous allez ensuite avoir un combat de boss. L'intérêt c'est que jusqu'où vous allez pousser votre, votre massacre d'aliens dans les 3 piles pour obtenir un maximum de pouvoir avant d'aller vous tataner le boss. Est-ce que vous allez faire ça un petit peu de façon rush, mais en essayant de garder un maximum de points de vie certes, mais en engrangeant assez peu de pouvoirs spéciaux pouvant vous aider contre le boss, ou est-ce que vous allez prendre le risque de perdre pas mal de points de vie, mais en ayant un maximum de pouvoirs spécifiques vous permettant potentiellement de vaincre plus facilement le boss final? À vous de voir. Et une fois que vous avez joué 1, 2, 3 parties pour vous faire un petit peu la main, vous avez aussi des cartes de mission que vous devrez remplir dans un certain ordre pour pouvoir, en plus du boss et des différents monstres, l'emporter. Donc pas mal en termes de complexité, de rejouabilité. J'ai fait une première partie qui m'a beaucoup déçu, parce qu'elle a duré littéralement 5 minutes, donc presque autant de temps que la mise en place, et je me suis fait ravaler le fondement, et j'avais vraiment l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose pour l'empêcher, ce qui était quand même très frustrant comme expérience. J'imagine que j'avais dû faire une erreur de point de règle quelque part. J'ai pas réussi à mettre le point dessus. Je me suis remis dedans quelques semaines après pour en faire une seconde partie, et là, du premier coup, j'ai réussi à l'emporter. Pas facile, mais j'ai réussi quand même à l'emporter face donc aux différents aliens de la boîte de base, donc des sentinelles solaires. Et du coup c'était bien plus plaisant cette seconde fois bien évidemment, d'autant que c'est une partie qui a duré pour le coup 40 minutes environ, parce que on est théoriquement sur un jeu qui peut aller jusqu'à 45 minutes environ, mais ça peut aussi potentiellement, comme je l'ai dit, se terminer assez rapidement si vous vous faites laminer. Et donc du coup, j'attends d'en avoir 2-3 parties supplémentaires dans les pattes pour avoir un avis un peu plus définitif, parce que si on a une partie sur 2 qui se termine en 5 minutes sans pouvoir vraiment rien y faire, et une autre qui se passe très bien, ça peut potentiellement être assez chiant. Donc moi j'aime bien quand un jeu fournit toujours le même degré de, comment dirais-je, de satisfaction d'une partie à l'autre. Du coup, pour l'instant, il est encore un petit peu dans la balance. Il n'est pas impossible qu'il soit revendu à terme, mais d'abord, je vais attendre d'être, comment dirais-je, d'avoir une confirmation sur mes premières impressions. Donc la deuxième partie était vraiment très sympa, donc il pourrait tout aussi bien rester très longtemps. On verra bien. J'enchaîne avec un jeu français. Il s'agit de Courtisan, qui a pas mal fait parler pendant le salon, hein, le festival à Cannes, parce qu'il sortait à ce moment-là de manière un petit peu, comment dirais-je, j'arrive plus à retrouver le mot en français, encore mon syndrome Jean-Claude Van Damme qui me frappe. Il était pas en précommande mais en pré-vente, on va dire ça comme ça, parce que je crois qu'il est sorti en avril en boutique, mais il était disponible fin février sur le salon. Courtisan, qui est donc un jeu de Anthony Perron et de Romaric Gallonnier, sur lequel j'ai pu mettre la main gratuitement, parce qu'en fait Anthony me l'a filé. Parce qu'il se trouve que Anthony, en plus d'être auteur de talent, il est également un collègue de l'agence pour laquelle je bosse, et du coup il m'a refilé une copie parce que j'étais vraiment très attiré par l'aspect visuel. La DA est complètement folle, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de gameplay, et du coup c'est un petit jeu relativement familial. C'est pour 2 à 5, 6 qu'on est déjà, regardons à nouveau ça, 2 à 5, 2 à 5 pour 8 ans et plus, pour des parties qui vont faire environ 20-30 minutes maximum. Et c'est un petit jeu vraiment intéressant, très chaotique, donc attention si vous n'aimez pas le chaos, si vous aimez absolument le contrôle, c'est pas forcément pour vous. Et donc vous allez voir un tapis, très beau matos, encore une fois les cartes sont magnifiques aussi, un tapis avec 6 familles, oui c'est bien ça, 6 familles et la reine en son centre.
et chacun des joueurs va tirer 3 cartes à son tour, va en placer une devant lui, une sur le tapis, au-dessus ou en dessous, je vais expliquer ça après, et une autre carte chez un adversaire autour de la table, n'importe lequel. Simplement, à la fin de la partie, les familles qui se trouvent en haut du tapis vont être entre guillemets dans la lumière, elles vont avoir les faveurs de la reine. Celles qui se trouvent en deçà du tapis, elles vont être dans l'ombre, en gros, ils vont être un petit peu tricards auprès de la table de la reine. Et si devant vous, vous avez des cartes qui sont, comment dire, qui font partie des familles dans l'ombre, vous allez perdre des points, et au contraire, si elles sont dans la lumière, vous allez gagner des points. Et en plus de ça, vous avez aussi des cartes de mission qui vous permettront aussi de gagner des points supplémentaires si vous réussissez à les compléter. Le truc, c'est que, bien sûr, on ne sait pas toujours ce que les adversaires vont faire, ce qu'ils vont placer chez nous. Il y a aussi des cartes d'espions qui vont être placées face cachée, aussi bien sur le plateau des familles que dans votre tableau personnel. Donc vous ne savez pas toujours exactement où vous en êtes. Vous allez pouvoir potentiellement à la mi-partie vous retrouver avec 4 cartes rouges alors qu'elles sont vraiment dans la lumière, et puis tout à coup en l'espace de 2 tours de jeu elles vont se retrouver dans l'ombre parce qu'elles vont manger 3, 4, 5 cartes d'un seul coup. Donc il y a des gros contre-coups au cours de cette partie. Ça peut potentiellement être assez frustrant si vous n'êtes vraiment pas fan du chaos, surtout dans les configurations les plus conséquentes, j'ai envie de dire 4-5 joueurs, ça peut être très chaotique. À 2, on garde un peu plus de contrôle, et encore, puisque quand vous jouez à 2, 3, 4, vous n'utilisez pas toutes les cartes. Simplement, vous ne savez pas quelles cartes ne font pas partie du paquet. Vous allez en exclure, par exemple, je crois que c'est 30 lorsqu'on joue à 2 joueurs, mais lesquelles sont-elles, ça, vous n'en savez strictement rien. Donc, attention, il y a un peu plus de contrôle à 2, et encore, mais ça reste un jeu fondamentalement assez chaotique, mais pour autant, nous qui sommes, vous avez comme moi-même, pas super fan du chaos en règle générale, on a trouvé Courtisan vraiment très cool. C'est un jeu qui se sort très facilement, qui se joue rapidement et qui est vraiment très agréable, avec en plus de ça une DA super, un matos de grande qualité, donc vraiment très agréable de ce point de vue là aussi. La thématique on s'en fout un petit peu pour être tout à fait honnête, mais bon ça c'est encore autre chose. Ça dérange pas dans un jeu de ce type là de toute façon. Mais ouais, très belle expérience. À 2 j'ai vraiment beaucoup aimé, même à 3, on y a joué avec la femme de Xavier, c'était vraiment cool aussi. Plus chaotique, mais en même temps, sur un jeu relativement court de ce type-là, ça me dérange pas. Le chaos me dérangerait beaucoup plus sur des jeux un petit peu experts qui prennent 1h30, 2 heures. Là, ce serait plus chiant. Mais sur un jeu comme ça, non, vraiment très très cool. J'aurais vraiment beaucoup de plaisir à le ressortir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au futur, parce que non, je joue de toute façon assez fréquemment à Courtisan depuis que je l'ai. Je crois qu'on en est à 5-6 parties désormais. Et ouais, très belle découverte, vraiment très cool. Donc voilà, Anthony, éventuellement, si tu nous regardes, petit coucou à toi et merci encore pour cette copie de Courtisan. On continue avec un as d'or, il s'agit de Faraway que j'ai acquis lors du salon. Hein, c'était un petit peu couru d'avance, c'était un as d'or qui déjà me faisait de l'œil depuis quelques semaines avant la cérémonie. Faraway et son gameplay assez contre-intuitif, très simple sur le papier. On va poser 8 cartes en faisant une freeze, potentiellement un peu plus de 8, puisqu'il y a aussi les cartes de sanctuaire. On va placer donc 8 cartes de gauche à droite, classique, sauf qu'on va les scorer de droite à gauche, et ça c'est le petit twist dont tout le monde vous a parlé ces derniers mois, sachant que les cartes, vous allez donc les scorer de droite à gauche, et donc sur la carte tout à droite, eh bien les prérequis qui vous permettront de scorer ne seront potentiellement pas remplis, même si les logos sont sur les autres cartes de gauche, puisque les cartes de gauche, en fait, vous les cachez. Vous allez cacher toutes les cartes que vous avez posées, puis les révéler à partir de la fin. Donc si vous avez besoin, par exemple, de 2 ressources d'un type ou d'une autre, on s'en fout, sur la dernière carte, bah, fondamentalement, c'est la dernière carte. Donc vous avez très peu de chances de la réussir, à moins que vous n'ayez des sanctuaires qui vous donnent des ressources aussi. Et de ce point de vue-là, c'est super malin. Et donc on va potentiellement avoir une courbe de progression assez importante aussi sur Faraway, et ça aussi c'est vraiment classe, parce que pour l'instant, Xavier et moi on n'a pas dépassé, moi je crois que c'était 78, et Xavier quelque chose comme 70, 72, je ne sais plus. Et du coup, on sait, en fréquentant un petit peu les communautés sur Facebook, notamment la communauté des ludistes francophones, que les gens sont généralement satisfaits quand ils tapent les 90, 100, 110,
Pour l'instant, nous, après 6-7 parties, on en est encore assez loin, même si on a l'impression de s'améliorer progressivement. Mais ouais, un jeu assez contre-intuitif, mais vraiment super malin, super intéressant. Donc ouais, Faraway, vraiment recommandé. Très très cool. C'est de mémoire pour 2 à 5, non 6 joueurs pour le coup, 2 à 6 joueurs pour 10 ans et plus, et c'est des parties qui vont faire allez, je dirais 10 minutes à 2, peut-être allez, 20-30 minutes à 4-5 personnes maximum. Vraiment très belle découverte Faraway, qui selon moi mérite vraiment son as d'or pour le coup. Et puis le dernier jeu qui est arrivé en mars, c'est Take the A-Chord, ou en japonais A-Chord de Eiko. Un petit jeu de pli purement pris par Collectionite, parce que j'aime beaucoup cet éditeur qui est Sashi et Sashi, éditeur japonais qui vient de Kyoto, que vous connaissez peut-être pour Let's Make a Bus Route. J'ai oublié comment il s'appelle en français. Je vous mettrai éventuellement l'image pour rappel. Mais c'est un éditeur qui maintenant connaît pas mal de VF grâce à Matago. Je pense que vous reconnaissez peut-être aussi un petit peu la patte. La DA est souvent partagée par l'ensemble de la gamme, parce que c'est la femme du gars qui fait les jeux, qui s'occupe de la DA généralement, et qui est généralement conservée pour les VF. Ils avaient fait photographe chez Matago. Je crois que c'est Matago qui s'occupe de la totalité du catalogue, je crois, de Sashi. Celui-là, donc, je l'ai pris parce que j'aime l'éditeur et parce qu'il était en occasion à Osaka ici. Donc, je l'ai pris pour quoi, 1000 yens, donc ça fait quoi, 6-7 euros, je sens ça. C'est un jeu de pli. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Je l'ai vraiment reçu la semaine dernière, donc je ne me suis pas encore penché sur son cas. Mais juste, j'aime beaucoup cet éditeur, j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup la thématique du groupe de jazz également, pourquoi pas. Donc voilà, j'attends de le tester, je vous en parlerai quand ce sera le cas. Mais voilà, juste par collectionnite, parce que j'aime beaucoup cet éditeur. Voilà. Il m'en reste encore 2 ou 3 de chez lui que j'ai pas, mais je pense que je les prendrai aussi. Notamment, il y en a un complètement pété devant l'ascenseur. On fait la queue devant l'ascenseur, c'est assez bizarre. Il y en avait un autre aussi avec un bateau, avec des passagers qu'on devait mettre aussi. J'ai oublié comment ça s'appelle. Quoi qu'il en soit, ça faisait donc 6 petits jeux qui ont rejoint la ludothèque courant mars, et un seul gros jeu qu'il a quitté et qui prend bien plus de place que tous ces jeux réunis. Non, il ne s'agit pas de Redwood qui est encore là, rassurez-vous. Il s'agit de Oath. Oath, ça me fait mal au cœur. Parce que j'avais très envie de l'aimer. Et en fait, je pense qu'en fait c'était une erreur de back. J'aurais pas dû le backer sur Kickstarter à l'époque. J'avais beaucoup aimé Root, mais en fait j'y jouais jamais. On a dû faire 3 parties de Root, et depuis plus rien. Parce que c'est chiant Root à sortir. Et c'est chiant aussi à expliquer à de nouvelles personnes. C'est chiant de ne pas y jouer pendant longtemps, parce que lors de votre prochaine partie, vous allez devoir un peu vous repotasser les règles, c'est un petit peu chiant. C'est quand même un jeu assez différent pour chacun des joueurs, parce que chacune des factions est vraiment très radicalement asymétrique. Et du coup, j'aurais pas dû aller vers Oath pour les mêmes raisons. Mais j'y suis allé parce que le matos était fou, parce que la DA était folle. Toujours Kyle Ferrin qui fait un job de fou sur la DA de beaucoup de jeux de cet éditeur. Et il a eu le même problème que Root, c'est-à-dire qu'on n'y a pas joué. J'étais vraiment charmé par la DA, par l'univers, par la proposition de Legacy sans en être un, où chacune des parties va impacter les prochaines sans qu'il y ait de fin pour autant, avec un système de sauvegarde qui est vraiment intéressant. Le jeu est vraiment très très cool. Simplement, on n'a pas le groupe de joueurs pour ça. Quand on se réunit à 4, déjà c'est une fois tous les 2 mois en général, tous les mois quand on est un petit peu, quand toutes les planètes sont alignées, on va dire. Mais on n'a pas le groupe pour ça fondamentalement. Et même si on se réunissait plus souvent, on aurait quand même envie de renouveler un petit peu, de jouer à autre chose. Et je crois qu'on n'a pas le profil pour jouer à Oath. Fondamentalement, c'est peut-être un jeu super cool, honnêtement, j'en sais rien. Je crois qu'il a une VF chez Matago aussi d'ailleurs, mais semble-t-il, à vérifier. Mais je suis persuadé que le jeu est vraiment cool. Il n'a pas fait autant de parler de lui que Root, donc peut-être qu'il a un petit peu bidé, je sais pas. Mais il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais, c'est quand même gage de qualité. Cole Worley et Leather Games, généralement, c'est du très bon boulot. Mais on n'était pas le cœur de cible, je me suis un petit peu foiré. Et du coup, je l'ai revendu sans y avoir joué. C'est rare. Pourtant, ça fait 2 fois que je le dis aujourd'hui, mais Tiny Towns, c'était un petit peu particulier, je l'ai reçu sans l'avoir demandé. Mais ouais, un jeu dont je me porte moi-même acquéreur volontairement, auquel je ne joue pas et que je revends. Ça a dû arriver 2 fois, 3 fois maximum, je pense, et ça me fait toujours un peu de mal au cœur. Donc, j'aimerais bien le tester un jour, mais en même temps, je me dis que ce sera certainement jamais le cas, parce que
encore une fois pas le profil quoi. Et ma foi, c'est tout pour ce qui est du mois de mars. Ça fait certainement une très longue vidéo, je sais pas à combien de temps j'en suis, j'essaie de checker sur la vidéo, j'en vois 49-13 pour l'instant. 49-13 plus les petites cuts, on va être sur une vidéo de 45 minutes, un peu plus peut-être. Donc pour boire et déboire, déboire pour boire, je ne sais plus comment s'appelle l'émission, on s'en fout. Du mois de janvier, février et mars, en gros du premier trimestre 2024. Et puis du coup, dites-moi en commentaire ce qui est arrivé chez vous durant ces 3 premiers mois de cette année. Et dites-moi également si vous voudriez que ce format soit récurrent de manière mensuelle ou trimestrielle. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Je pense que mensuellement, ça me permettrait de faire des vidéos plus courtes, plus ramassées, plus faciles à lire, du coup, enfin à lire, à visionner. Mais après, ça me dérange pas de faire ça non plus de manière mensuelle. Je sais que Xavier est plus partant pour un truc trimestriel, mais après on peut faire un format légèrement différent pour lui comme pour moi, c'est pas un problème non plus. Bref, j'attends vos commentaires, vos opinions, vos bisous, tout le reste également. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir regardé au cours de cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des Ludovoirs pour plus de vidéos, le menu crowdfunding bien évidemment, des reviews dans tous les sens. Et puis d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important, je ne le dirai jamais assez. Et d'ici là, écoutez, moi je vais aller me coucher, hein, mon fils m'attend, il pionce déjà, il faut que j'aille rejoindre ma couche. Voilà. Sur ce, à la prochaine.